Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien ainsi que vos familles. Bienvenue sur Djelia, l'émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours, à travers des intervenants tels que des djelis, des historiens, des écrivains. Je m'appelle Askia, je suis né en France et afrodescendant car originaire de l'Empire du Mali. Si comme moi vous méconnaissez votre histoire et vos origines et vous voulez savoir ce qu'il faut transmettre à vos enfants et aux générations futures, installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Djelia, 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 Djelia. Vous êtes toujours sur Djelia, l'émission où nous explorons l'histoire de l'Afrique, de la préhistoire à nos jours, et où nous déconstruisons les mythes qui ont longtemps dominé la perception de notre Afrique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, une réflexion qui s'appuiera principalement sur le livre de Valentin Imodimbe. En fait, c'est un philosophe qui est également écrivain, poète et critique littéraire qui est né en 1941 en République démocratique du Congo. Il est reconnu comme l'un des plus fins analystes des sciences sociales, des humanités classiques et modernes. Dans son ouvrage qui s'intitule « L'invention de l'Afrique », publié en 1988, il nous propose une analyse critique de cette construction coloniale. En fait, il ne s'agit pas ici de l'Afrique en tant que continent géographique ou culturel, mais l'idée qu'une Afrique a été inventée par les colonisateurs européens pour servir leurs propres objectifs. Ce que je vous propose dans ce podcast, c'est justement d'explorer comment cette invention s'est faite, quels sont ses impacts sur l'histoire et les cultures africaines, et surtout, comment nous, afro-descendants, pouvons réinventer notre propre histoire en sortant de cette conception. Alors, la notion de l'invention de l'Afrique. Plongeons directement dans le vif du sujet. Qu'entend le philosophe par l'invention de l'Afrique ? Ce terme peut paraître étrange, mais en fait, il résume bien le processus par lequel l'Afrique, telle qu'elle a été représentée dans les récits coloniaux, est une construction imaginaire façonnée par les besoins des Européens afin de justifier la conquête, l'exploitation et surtout la domination. Pour illustrer ce concept de prédation, en fait, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview qui date des années 60 à 70 de Maître Jacques Vergès, qui est décédé en août 2013. C'est un avocat, un résistant, également un écrivain qui a longtemps combattu le discours colonial. Dans la colonisation, la religion locale est devenue une superstition. La culture locale est devenue du folklore. La langue locale a été traitée comme un patois. Et c'est sur ce cimetière culturel que les autres essayent d'imposer leur culture et leur tradition dans les rues des pays colonisés. Les rues portent des noms de personnages qui ne correspondent pas du tout à l'histoire du pays, qui sont incompréhensibles pour les gens du pays. Bon. On nous dira aussi, on a construit des routes et des chemins de fer, par exemple. Au procès de Barbie, j'avais demandé à un confrère du Congo d'être à mes côtés. Bemba a parlé de la construction du Congo-Océan. Il a estimé, d'après des journalistes de l'époque, le nombre de morts à 900 000. Ces gens sont morts sous les coups de fouet pour construire 600 km de chemin de fer utiles aux colons pour l'exportation de leurs produits. Alors quand on nous dit « on vous a laissé les chemins de fer », vous n'avez pas laissé les chemins de fer, c'est nous qui l'avons construit. Et c'est vous qui l'avez exploité pour vous. Ce chemin de fer, c'est notre œuvre. Quand on nous dit en Algérie, la Métidja, c'est nous qui avons planté des orangers dans la Métidja. Mais déjà, les Algériens plantaient les orangers. Et puis vous les avez chassés des zones fertiles, vous avez pris leur place. Mais ne dites pas que c'est vous qui avez poussé l'oranger dans la Métidja, ou bien en Palestine, ou à Jaffa. Voilà donc, à mon avis, un travail qui est extrêmement nécessaire de souligner, parce que cette agression culturelle est aussi grave que l'agression contre la personne physique. Solzhenitsyn dit « Les Allemands et les Russes ont récupéré plus facilement après la chute du totalitarisme que les colonisés après la chute de la colonisation. » Et pourquoi ? Parce que l'identité culturelle des Russes, l'identité culturelle des Allemands, sous le totalitarisme, n'était pas niée. C'était au contraire exalté, déformé, mais exalté. Tandis que dans les pays coloniaux, c'est l'identité culturelle qui est niée.
Propos édifiants de Valentin Imodimbe. Là, il nous reprend clairement l'identité culturelle qui est niée. En fait, cette intervention, elle illustre parfaitement le dessin colonial. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit que la colonisation n'est pas seulement une conquête physique, c'est aussi une conquête mentale. Le colon ne veut pas simplement déposséder, il veut également faire croire que nous ne valons rien, que tout ce que nous faisons est inutile. Il détruit nos traditions, puis il nous offre les siennes en contrepartie comme étant les seules valables. C'est une façon de nous détruire de l'intérieur. Et c'est dans cela, qu'en niant l'identité de la civilisation africaine, que la domination est encore plus implacable. L'écrivain congolais affirme que cette invention s'articule autour de 3 grands piliers. Le premier, la conquête militaire des territoires africains. Des territoires entiers sont transformés en colonies à travers des expéditions militaires brutales. Les Européens justifient cette violence par l'idée que l'Afrique doit être civilisée, la mission dite civilisatrice étant avant tout une stratégie pour dévaloriser les cultures locales et imposer un nouveau modèle européen. Deuxième pilier, l'intégration des économies africaines dans les économies métropolitaines. Alors, de quoi s'agit-il? Les colonies sont organisées de manière à dépendre totalement des centres impériaux européens. Cela crée une dynamique de dépendance économique et d'exploitation des ressources africaines. Cela fait fortement penser à nos actuels dom-tom. Troisième pilier, la réforme de l'esprit africain à travers la mission civilisatrice. Ici, les Européens, notamment par le biais des missionnaires, cherchent à réformer l'esprit des Africains, les considérant comme des êtres primitifs, ayant besoin de l'enseignement occidental pour évoluer. Un autre aspect clé de cette invention est la manière dont les savoirs africains ont été dévalorisés. Les explorateurs européens, nous allons aborder ce personnage plus tard, collectent des objets d'art en enregistrant les coutumes, cherchant souvent à prouver l'infériorité des cultures africaines, qui selon eux ne pouvaient rien produire ayant de la valeur. C'est pourquoi il est important de nourrir l'imaginaire occidental en affirmant que les différentes techniques statutaires des Yoruba, connues mondialement, ont été attribuées à des influences égyptiennes. De même, l'architecture du Zimbabwe était le fait de techniciens arabes. Enfin, les systèmes politiques Haoussa et des Bougandais fut une invention des envahisseurs européens. En cela, toute technique, savoir scientifique proviendrait de l'extérieur et était fait par d'autres. Mais comment la colonisation a-t-elle transformé le continent noir entre le XVe et le XIXe siècle? Alors, 3 grandes figures majeures ont joué un rôle important dans cette construction. Le premier rôle, l'explorateur. Le chercheur nous rappelle que l'explorateur n'était pas seulement un aventurier, il était souvent un pion de l'ordre colonial, aidant à cartographier les territoires et à organiser la connaissance notamment en géographie et en anthropologie pour justifier la dite domination européenne. La deuxième figure, en fait, ce sont les soldats. Évidemment, ils ont un rôle important dans la conquête et dans l'asservissement physique, mais ils représentaient aussi les figures les plus visibles de l'extension de la juridiction européenne. Leur mission, construire des châteaux, des forts sur les côtes, dans le littoral. En charge des comptoirs d'échange, ils devaient participer également à la traite des esclaves, évidemment, et implanter le pouvoir colonial sur place. Troisième grande figure, les missionnaires. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ils avaient pour rôle d'exercer le droit à la souveraineté européenne sur les terres nouvellement découvertes. Ce faisant, ils obéissaient aux instructions sacrées des différents papes, tels que Alexandre VI, Nicolas V et Romanus Pontifex. Ces derniers ont donné au roi du Portugal le droit de déposséder et de mettre en esclavage perpétuel, terme très important, les musulmans, les païens et les peuples noirs en général. Les missionnaires visaient une transformation radicale de la société autochtone. Ils aspiraient dès lors à la destruction des sociétés africaines par des nouvelles sociétés chrétiennes qui étaient à l'image de l'Europe. Passons maintenant à la dévalorisation des savoirs africains. Pour illustrer en fait de quelle manière en fait le savoir africain a été dévalorisé,
et donc a participé à la négation de l'identité africaine. On va prendre l'exemple du peuple des Dogons. Alors pour précision, le peuple Dogon, c'est un peuple du Mali qui vit entre la région de la falaise de Bandiagara et le sud-ouest de la boucle du Niger, dans l'ouest du Mali actuel. Ces Dogons possédaient des connaissances astronomiques très avancées pour leur temps, et le travail de Marcel Griol, c'est un ethnologue français, son travail en fait consistait à démontrer la complexité de ce savoir astronomique Dogon et de son symbolisme. Un autre scientifique appelé Carl Sagan, professeur d'astronomie à l'université de Cornell à New York City aux États-Unis, entreprit de vérifier la validité de la cosmologie Dogon. Alors, qu'est-ce que la cosmologie Dogon? En fait, c'est une science qui étudie les propriétés, les origines et l'évolution de l'univers dans son ensemble. Sagan, lorsqu'il a pris connaissance que le peuple Dogon du Mali avait une connaissance si avancée pour son temps, alors, évidemment, il a évoqué sa surprise. Parce que contrairement à quasiment toutes les sociétés pré-scientifiques, les Dogons tiennent pour acquis que les planètes, notamment la Terre, sont en rotation autour de leur axe et tournent autour du Soleil. De plus, les Dogons affirment que Jupiter possède 4 satellites et que Saturne est ceinturé par un anneau, à l'inverse de tous les astronomes avant Kepler. Les Dogons sont réputés décrire le mouvement correct des planètes, dont les orbites sont elliptiques, c'est-à-dire que la trajectoire elle est ovale et non pas circulaire. Alors, ces connaissances sont aujourd'hui évidemment monnaie courante, mais croyez-moi qu'au XVIIIe, voire au XIXe siècle, c'était des connaissances très très avancées pour le temps. Mais comment expliquer les connaissances en astronomie de ces Dogons? Selon ce scientifique, Sagan, il avance l'hypothèse selon laquelle un voyageur européen s'est empressé de partir en territoire Dogon juste après la découverte du mouvement par Friedrich Wilhelm Bessel. En fait, le mouvement sinusoïdal de Sirius, donc une étoile naine, donc a été découvert par cet homme. Et selon Sagan, il a dû l'enseigner admirablement, cette découverte, car les Dogons avaient complètement intégré ces connaissances astronomiques dans leur mythe, dans leur culture, dans leur paradigme, au point qu'elle fut parfaitement en fonctionnement dans l'ensemble des fondements essentiels de ce peuple, puisque les célébrations rituelles de Sigi, en fait, les célébrations rituelles du peuple Dogon, le rite de Sigi, c'est un événement important dans la vie religieuse Dogon qui se déroule tous les 60 ans et qui dure 7 ans. C'est-à-dire que l'un des derniers à cette époque était en 1787, le suivant est arrivé en 1847, donc tous les 60 ans, c'est 60 ans qui s'écoulent entre ces deux périodes-là, tous les 60 ans, les Dogons font en fait un rite particulier qui est en lien avec ces mouvements astronomiques. Or, l'existence de l'étoile Sirius, elle fut découverte dans la science occidentale par Alvan Graham Clark, tenez-vous bien, en 1862. En 1862, les Dogons célèbrent ces mouvements astronomiques. En 1787, ils l'ont fait, et en 1847, et les sciences occidentales ont découvert en 1862. Alors, cela révèle un point central du propos de l'essayiste congolais, Mudimbe. Et ce point central est le suivant. Alors, c'est un terme barbare, mais il explique bien cela. Ça s'appelle l'ethnocentrisme épistémologique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que rien de scientifique ne peut provenir d'Afrique sans passer d'abord par le filtre de l'Europe. C'est une idée, une notion qui a longtemps dominé l'anthropologie et les sciences sociales. Mudimbe critique cette approche. Selon lui, ce type de raisonnement reflète une incapacité à reconnaître la complexité des civilisations africaines. En refusant d'admettre que des savoirs comme ceux des Dogons étaient authentiquement africains, les Européens ont renforcé l'idée d'une Afrique arriérée, incapable de développer ses propres sciences. Troisième partie, critique de l'anthropologie coloniale. Alors, l'anthropologie coloniale, déjà, de quoi il s'agit? En fait, l'anthropologie culturelle coloniale, c'est l'étude des croyances et des institutions d'un groupe, conçus comme des fondements de structure sociale et envisagés dans leur rapport avec la personnalité. En fait, c'est comprendre le comportement d'un groupe donné à travers ses croyances, sa spiritualité, sa culture, à l'intérieur donc de son monde en fait dans lequel il évolue. Et cette anthropologie a joué un rôle central dans cette invention de l'Afrique. Elle a permis en fait de classer les Africains comme les êtres primitifs
dans une hiérarchie raciale civilisationnelle. Donc c'est vraiment les fondements du racisme en tant que tel. Les anthropologues européens, à travers ces études, ont tenté de prouver que les sociétés africaines étaient à un stade inférieur de développement. On va prendre l'exemple de discours missionnaires chrétiens, parce que l'intellectuel dans son ouvrage nous dit que la mission de ces missionnaires n'était pas simplement de convertir les populations africaines au christianisme, non, c'était encore plus complexe que cela. Il s'agissait en fait de transformer radicalement leur société. Ces missionnaires voyaient l'Afrique comme une terre de sauvages à civiliser, selon les ordres du pape Nicolas V qu'on a abordé plus haut. Effectivement, toujours, de l'instant un missionnaire agit, et il agit sur ordre de l'institution, d'une théocratie. Et là, en l'occurrence, c'est le pape qui donne le feu vert pour pouvoir agir en ce sens-là, au XVe siècle. Les Africains devaient être soumis à une souveraineté européenne et assimilés, c'est-à-dire absorbés. Donc si elle est absorbée, c'est que son identité, son paradigme, son identité culturelle, sociale, spirituelle disparaît. Elle est assimilée à une société chrétienne dite civilisée, en rupture totale avec ses traditions. Le penseur congolais souligne également que l'invention de l'Afrique repose sur des discours exotiques, philosophiques et anthropologiques. En fait, cela contribue à l'idée d'une Afrique primitive. D'ailleurs, le récit des différents voyageurs, comme ceux des explorateurs du XVIIIe siècle, renforçait l'idée de l'Afrique comme un lieu de sauvagerie. Les Lumières européennes, avec des philosophes comme Hegel, ont consolidé cette vision en classant les peuples en fonction de leur prétendue civilisation. Quatrième et dernière partie, la réflexion contemporaine et la réappropriation de l'histoire. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial pour les afro-descendants que nous sommes de se réapproprier notre propre histoire et de reconstruire ces récits imposés par la colonisation. Comme le dit Paulin J. Utunji, le défi pour nous est de réévaluer nos cultures et traditions sans nous enfermer dans une nostalgie passéiste. Il faut découvrir la richesse de notre passé pour toujours avec une perspective critique et moderne. Utunji nous met en garde contre deux dangers. D'un côté, il y a ceux qui rejettent en fait en clair l'héritage culturel africain. Ils le considèrent comme arriéré. Parce que dès l'instant où on est coupé de notre histoire, tout ce qui nous précède n'a plus de valeur. Et dans l'esprit de certains d'entre nous, c'est un peu l'idée qu'on en a, mais c'est un extrême. L'autre extrême que nous explique Utunji, c'est que il ne faut pas non plus idéaliser notre passé en tentant de recréer une Afrique à travers un imaginaire qui est figé dans le temps. Donc c'est assez complexe. Notre tâche aujourd'hui, c'est de trouver en fait un équilibre entre ces deux extrêmes. Alors bien sûr, il faut que nous restaurions notre dignité, notre passé, tout en l'utilisant pour construire un futur qui nous appartient réellement. Nous devons également reconnaître les savoirs et les innovations des sociétés africaines précoloniales, comme ceux des Dogons, des Yoruba, ou des royaumes du Bénin, ou encore du Mali. Pour conclure, l'analyse de l'auteur dans ce fameux ouvrage L'invention de l'Afrique, que je vous conseille de lire fortement, nous aide à comprendre comment l'Afrique a été perçue et représentée par les Européens. Mais surtout, elle nous invite à réinventer notre propre vision de l'Afrique. L'Afrique n'est pas cette terre sauvage, primitive que les colons ont tenté de nous faire croire. C'est un continent riche en savoir, en culture et en histoire. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience de cette richesse et la faire nôtre. Comme le dit l'intellectuel congolais, l'invention de l'Afrique répond au défi de la nécessaire soustraction de la pensée africaine à la bibliothèque coloniale. Si effectivement cette âme africaine a été absorbée, assimilée par la bibliothèque coloniale, il s'agit de l'extraire et de la réapproprier. En tant qu'afro-descendants, c'est à nous de reprendre le contrôle de notre récit, de réécrire notre histoire et de construire un avenir qui reflète la diversité et la complexité de nos cultures.